Teleproyecto. Declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Hola, bienvenidos a esta nueva misión de Teleproyecto Arquitectura Audiovisual, esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana renueva este encuentro con la actualidad del ejercicio profesional en diversas formas. Hoy compartiremos el tercer capítulo del documental sobre la vida y obra de Le Corbusier contada por él mismo. Es un material que nos fuera cedido gentilmente por el Servicio Cultural, Científico y de Cooperación de la Embajada Francesa en la República Argentina. La vida del gran maestro de la arquitectura moderna, contada por él mismo, sus ideas, sus obras, en un material imperdible y para coleccionar. Esto es entonces la vida y obra de Le Corbusier en Teleproyecto. C'est l'intérieur, c'est le contenant qui compte et qui s'exprime par l'extérieur. S'il s'agit de maison, comme vous aimez employer ce mot-là, le mot de maison est la coquille d'un œuf qui est bien rempli à l'intérieur de choses très précises. Dans le problème qui m'intéresse particulièrement, qui est le problème urbain, l'intérieur c'est un logis et le dehors appartient à l'urbanisme. Le dehors c'est un immeuble, je l'ai appelé d'un terme très précis, unité d'habitation, j'ai même ajouté unité d'habitation conforme. Je veux dire par là qu'il faut un certain nombre d'habitants pour résoudre les deux fonctions, les deux termes du binôme réclamé, l'individuel et le collectif. J'ai fait bien des plans de ville qui ont été en général refoulés avec une implacable persistance et violence, n'est-ce pas? De fil en aiguille, j'ai fait les plans d'un tas de villes, Stockholm, Genève, Moscou, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, Alger. J'ai fait 8 plans pendant 13 années que j'ai proposés, qui semblaient illuminer un peu l'horizon. Tout ça m'a permis de me faire des griffes.
Et je les ai, les griffes, seulement c'est des griffes sur les pattes d'un vieux bonhomme, voilà. Paris qui devenait une ville verte où les conditions d'habitation devenaient humaines car elles sont devenues inhumaines. On me répondait les boutiques de Paris c'est si joli à voir, le titi parisien sur le trottoir. Eh ben, allez vous servir maintenant dans les rues pour trouver les titis sous les roues des autobus. Profitant des techniques modernes, je dis on peut faire des gratte-ciel, mais non pas des gratte-ciel américains qui sont cocasses, qui sont des aigrettes de vanité, n'est-ce pas, mais des gratte-ciel modernes d'une grande contenance, lesquels permettent de dégager tout autour d'eux de gigantesques surfaces de circulation de piétons libres, n'est-ce pas, et d'automobiles sur autostrades surélevées, là, quand elles sont en transit. Et ensuite, j'ai situé les fonctions de la ville. Les fonctions, c'est habiter, travailler, cultiver le corps et l'esprit. Eh bien, habiter, c'est la première chose. J'ai essayé de montrer comment on pouvait faire des quartiers d'habitation. J'ai jamais occupé de ma vie du verdict public, jamais. Il a été une bataille de 5 années abominable. Dès le premier article de Grande Presse, n'est-ce pas, qui était une attaque virulente, effroyable et méchante, j'ai dit à ma secrétaire, je vous interdis de me donner jamais un journal quelconque pendant la construction de Marseille, je n'en veux voir aucun. À Marseille, boulevard Michelet, se dresse la haute façade de l'immeuble Le Corbusier. Il s'agit ici d'un prototype, d'une expérience considérable, d'un grand événement social. Tout cela, bien entendu, pose des problèmes nouveaux et en résout d'anciens. Cette maison a ses partisans et ses détracteurs. Cette construction a 135 mètres de longueur, 21 de large, 50 de haut. Elle comprend 17 étages, 337 appartements et une rue intérieure. Cet ensemble énorme est soutenu par 36 pilotis. Pourquoi ces pilotis? Eh bien, Le Corbusier va nous le dire. Les pilotis surélèvent les bâtiments à 3, 4, 5, 6 mètres au-dessus du sol et permettent ainsi de récupérer, de restituer la totalité du sol des villes à quelque chose. Ce quelque chose, c'est la circulation. Et qu'est-ce que c'est que cette circulation? C'est le piéton d'une part et l'automobile, tous deux en conflit. Et le conflit est tragique, vous le savez bien. Alors, ces pilotis qui donnent d'ailleurs un aspect monumental étonnant ne sont pas là pour le décor et pour faire exposition des arts décoratifs, ils sont là pour être la clé d'une grande aventure urbanistique future. Parce que vous voyez vous-même d'ici, vous voyez sous la maison passer le soleil, vous voyez la vue traverser, vous voyez les pins qui dégagent sur la mer, de l'autre côté sur les montagnes, et la foule de piétons passe à travers la ville d'un bout à l'autre quand elle sera bâtie, à pied sur un parc. La ville est devenue un parc entier, et l'automobile est quelque part ailleurs, en dessous du sol ou au-dessus du sol. Pareil. Maintenant, ne craignez-vous tout de même pas que cette accumulation d'êtres dans une même construction ait quelques inconvénients du point de vue, comment dirais-je, social? Est-ce que vous ne craignez pas une certaine promiscuité le long de ces rues intérieures qui ont, je crois, 120 mètres de long? C'est là que je vous attends au virage que je dirais presque sempiternel, car vous avez précisément ceci, c'est que j'ai écrit une fois un chapitre dans mes livres intitulé « La liberté par l'ordre ». Et la liberté par l'ordre, c'est précisément en mettant chaque chose à sa place, et chaque chose à sa place, ce seront des logis qui sont les uns à côté des autres ou les uns en dessus des autres. On ne sépare pas mieux les gens que de les mettre à étages différents. Puis vous obtenez les bienfaits du chauffage, de la réfrigération dans des conditions optimes de bon marché et d'efficacité. Vous avez ensuite, vous vous trouvez dans une rue intérieure de 120 mètres. Voulez-vous savoir le lieu du monde où l'on est le plus solitaire? C'est dans les étages des gratte-ciel, c'est dans les rues intérieures des gratte-ciel américains. Allez faire l'expérience vous-même. Vraiment, on a un peu trop vite dit que Le Corbusier construisait des taudis. Des taudis dans lesquels on ne verrait rien et où on ne pourrait pas respirer. Mais quelles sont les grandes mesures de cet appartement, monsieur?
Les mesures sont extraordinairement révolutionnaires. L'appartement a 24 mètres de profondeur et 4 mètres de large, exactement 3,66 mètres, n'est-ce pas? Lorsqu'on a vu les plans de ces appartements, tout le monde a crié au scandale. Et c'est depuis 3 années un déluge d'invectives contre ce chantier qui, paraît-il, est destiné à provoquer des taudis. Oui. C'était des taudis dans l'opinion publique, dans la presse, dans les propos amicaux des confrères. Ça a été des taudis jusqu'au moment où, subitement, l'appartement où nous nous trouvons maintenant a été inauguré et où les gens ont vu. Et à ce moment-là, alors, les mêmes vindictes se sont repliés sur un autre plan, une ligne de rocade, comme on dit, eh bien, ils ont trouvé ce truc de dire que c'était des appartements faits pour millionnaires américains. Après avoir été des taudis. Après avoir été des taudis, alors qu'on me demandait de faire des logis ouvriers. Enfin, on n'en sort pas. Je viens de monter cet escalier, derrière Monsieur Le Corbusier, l'escalier intérieur qui est dans chaque appartement. Eh ben, c'est un escalier qui est tout à fait praticable et qui n'est pas... Il est plus que ça, il est délicieux à monter. Oui, en effet, c'est vrai, il est agréable à monter, il est étudié pour l'amour de l'homme, si je peux m'exprimer ainsi, comme tout ce que l'architecture doit faire devrait être étudié pour l'amour de son prochain et pour lui donner satisfaction et plaisir. Et allons, vous voulez bien qu'on aille dans la cuisine? Oui, mais en passant, regardez le grand vitrage qui ouvre des 15 mètres carrés, eh bien, ce vitrage, en hiver, reçoit toute la lumière jusqu'au fond de l'appartement, car le bon Dieu a fait les choses de telle façon qu'en hiver, la courbe du soleil sur l'horizon est très basse, et que le soleil s'enfonce dans les appartements jusqu'au tréfonds, jusqu'à 20 mètres de profondeur. Oui. Mais en été, le bon Dieu a fait que le soleil soit très haut, et que si les architectes veulent être un peu intelligents, un peu malins, ils tiendront compte de ce fait, et ils feront devant leur maison ce que j'ai appelé le brise-soleil, qui leur permet d'avoir des maisons tout en verre, mises à l'abri d'un simple parasol de saison. Tout ça, ça vous vaut des algarades terribles, n'est-ce pas? Parce que ça... Oui, mais enfin, vous y êtes habitué à ce genre de... bien sûr. Maintenant, écoutez, je tiens à mon idée, Monsieur Le Corbusier, je voudrais voir la cuisine. Bon, alors allons à la cuisine. La cuisine est en somme comme un bar où la maîtresse de maison trouve, sur une table de travail arrangée en éventail autour d'elle, elle trouve son fourneau à cuire magnifique et électrique, tout à fait épatant. Ensuite, sa table de travail pour travailler ses viandes, ses pâtes et tout ce qu'elle voudra. Ensuite, une table de travail avec le double évier. Et puis ensuite, une ouverture qui ouvre sur la rue intérieure par laquelle les fournisseurs apportent, livrent leurs marchandises sans qu'on ait besoin de s'occuper d'eux. La maîtresse de maison est debout comme je suis et comme vous êtes debout ici. Et là, toute cette pièce jolie devant ses yeux, avec des paysages. La nature qui est là, car j'aurais à vous en parler. Par mes théories de ville radieuse, j'entends restituer l'homme dans les conditions de nature, chose qui a été perdue totalement depuis longtemps. Quelles sont les dimensions exactes de cette pièce ici, dans laquelle nous sommes? Eh bien, sa largeur est de 3,66 mètres. 3,66 m, et vous n'avez pas le sentiment d'une pièce. Pas du tout. Et la hauteur du premier plafond est de 2,26 mètres. 2,26 m. Ça fait crier tout le monde. Et personne Moi, ça ne me gêne pas. C'est une hauteur extrêmement intime. C'est la hauteur de tous les folklores du monde entier, de toutes les civilisations, quelles qu'elles soient. C'est la hauteur des petits appartements de Marie-Antoinette au petit Trianon. Elle en avait marre des hauts appartements et elle a demandé les petits appartements. L'homme debout, en somme, quoi. L'homme debout, avec le bras levé, La grande hauteur... La grande hauteur, c'est 2 fois 2 mètres 26, plus 50 cm. Ça fait 4 mètres. Oui, c'est ça. Par conséquent, chacun des appartements de votre maison a ses 2 hauteurs. Voilà, j'ai toujours dit, il faut que le fauve soit libre dans sa cage. Il y a un endroit où il doit pouvoir circuler, il doit pouvoir s'ébattre. Eh bien, j'ai horreur de ce qu'on appelle la maison minimum de la misère, de la pauvreté. Il faut être tout petit dans des endroits où on n'a nullement besoin d'espace, et au contraire, élargir tout là où la partie se joue. La partie se joue de la famille réunie autour de la table de salle et de la cuisine. Alors, si vous voulez bien, Monsieur Le Corbusier, je voudrais que nous allions dans la chambre d'enfant. Auparavant, nous traversons le fameux objet de litige. Ah, oui. C'est ce centre du logis qui est plein d'obscurité. Vous voyez que vraiment, il faut je vous y vois. Ce n'est pas du tout obscur. Si vous étiez une jolie fille, je serais beaucoup moins content parce que vous y êtes vu en toute clarté, n'est-ce pas? Eh bien, il ne fait pas sombre du tout, absolument pas. Vous voyez que c'est une chambre qui a 1,83 m de large, ce qui est ahurissant, et 9 mètres à peu près de profondeur. Mais vous voyez... Ça ne me gêne pas, moi je regrette. Alors cette chambre à 9 mètres de long, vous aurez des pelouses et la piscine là. Oui, alors par conséquent, les gens qui se trouveront ici auront devant eux un spectacle verdoyant exciting, comme disent les Américains. Exciting, yes, c'est ça.
Pourquoi? Parce que nous sommes précisément dans une maison en hauteur. Si nous étions dans la fameuse petite maisonnette ou le mas provençal que tout le monde désire, ben nous verrions les crottes de poule devant la fenêtre, c'est tout ce que nous verrions, tandis qu'ici nous avons le bénéfice des vues à grande hauteur. C'est ça. Entre les deux, il y a cette grande chambre qui a combien? 9 mètres. Vous me faites rigoler parce que vous l'appelez grande, n'est-ce pas? Demandez donc. Moi, je la trouve grande, que vous voulez. Demandez donc au Conseil supérieur de l'architecture et de l'urbanisme, dont j'ai l'honneur de faire partie, où je ne vais plus depuis longtemps. Oui. Demandez-lui donc ce qu'ils ont pensé quand ils ont vu les plans. Ils ont appelé ça des taudis à se taper la tête contre les murs. Oui, enfin ça. N'est-ce pas? Et cette chambre qui a, sur le dessin, qui est vraiment une chambre inquiétante pour un non-professionnel, et qui devrait faire réfléchir sérieusement un vrai professionnel, cette chambre, vous me appelez tout à l'heure votre grande chambre. Mais non, c'est la petite chambre d'enfant, n'est-ce pas? Et dites-moi, en toute sincérité, est-ce qu'on est allé trop dans le taudis? Non, véritablement non. Je ne suis pas de cet avis. Moi, c'est un taudis où je vivrais volontiers, enfin, à mon point de vue. Autre question à présent, la question de l'insonorisation. Elle a son importance dans une maison qui contient 336 appartements. Or, je sais que cette insonorisation ici a été très poussée. On prétend même que dans vos appartements, le silence est complètement obtenu. Alors voilà, je voudrais bien savoir comment vous avez résolu ce problème. Les problèmes d'insonorisation sont des problèmes analogues à ceux de l'électricité. C'est un fluide qui passe ou qui ne passe pas. Oui. Il faut faire ce qu'il faut. Seulement, c'est une science tout à fait exacte qui nécessite des dispositifs de chantier d'une précision extraordinaire et que jamais personne ne respecte. Et toute la grande difficulté vient de là. Et que surtout personne ne connaît. Oui. On enseigne aux gens les styles, mais on leur enseigne pas le silence. Pas à faire le silence, et ainsi de suite. Moi, je n'ai jamais fait d'architecture, mais il me semble que si je faisais de l'architecture, je commencerais à apprendre aux gens. J'apprendrais aux gens, enfin aux élèves, je leur dirais, il faut qu'un appartement soit silencieux. Vous ne serez jamais diplômé avec des idées comme ça. Non, c'est-à-dire que ces problèmes ne sont pas posés, je le sais bien. Oui. Figurez-vous qu'on me déclare d'être révolutionnaire parce que je prétends qu'on devrait constituer les assises d'une science du logis. Alors, ça paraît tout à fait barbare. On dit, vous êtes un esprit sec, vous êtes un type étroit, vous allez mettre les hommes en boîte, en caisse, etc., en cage. Il y a un tas d'histoires comme celle-là. Mais le logis, toutes les civilisations n'ont tourné qu'autour du logis, et du logis des hommes, on a fait le logis des dieux. Le temple n'a jamais été que le prolongement du logis des hommes, n'est-ce pas? Oui. J'ai fait accepter en 1933 au Congrès d'Athènes, qui a établi la fameuse charte d'Athènes de l'urbanisme, ce propos que les matériaux de l'urbanisme étaient le soleil, l'espace et la verdure, le ciment et l'acier, dans cet ordre et dans cette hiérarchie. C'est réalisé ici. Vous avez le soleil, l'espace et la verdure. En somme, vous êtes remonté aux sources, quoi. Absolument, et je suis beaucoup plus près du sauvage, à l'instar de Voltaire ou Rousseau, qui recherchait un peu de vérité dans la société sophistiquée d'alors. Dieu sait si la nôtre l'est davantage maintenant, après la perturbation des machines, qui a mis tous en dessous et qui a créé une société déséquilibrée entièrement. Nous aurions voulu que Le Corbusier nous parlât de cette rue intérieure, où à la hauteur du 9e étage seront installées les boutiques nécessaires à la vie des 16 ou 1800 habitants de cette cité. Il y a un mot que Le Corbusier aime à dire, sans doute parce que ce mot résume tout son effort depuis 25 ans. Et ce mot, le voici. Ce n'est pas la machine qui doit conduire et diriger l'homme, c'est l'homme qui doit dompter la machine. Pour cela, il faut le réinstaller dans la nature. Le Corbusier, ce naïf, ce visionnaire, disent les uns, ce génie, disent les autres, veut nous réapprendre le bonheur de vivre. Est-ce trop d'audace? Mais de quoi avez-vous peur, nous dit-il? Les gens considèrent que l'architecture consiste à construire une à une des maisons aussi jolies que possible. Et à faire belle façade. Votre point de vue n'est pas le même. Le programme privé n'est plus de notre temps. Il est bon pour les naïfs et pour les ingénus. Même, il est bon pour ceux qui ont une vocation de victime. Se faire construire une maison, selon ses habitudes, ses manies, c'est comme si on voulait se faire construire un paquebot pour aller à New York. Votre architecture semble tendre à modifier les mœurs et les habitudes sociales. Je vais vous répondre ceci. Tout change. Tout a changé depuis un siècle avec la naissance de la machine et les conséquences du machinisme. Nous sommes dans une civilisation machiniste. La maison individuelle
comme réponse sociale au phénomène machiniste, à notre civilisation machiniste. Eh bien non, ce n'est pas vrai, c'est démagogique, c'est bon pour les ignorants, pour les paresseux, pour les aveugles. Les logis actuels ne sont pas conformes, ils sont retardataires, ils sont insalubres, et plus que ça, la jeunesse moderne n'est pas logée, c'est une misère et un malheur public, un immense malheur, et c'est une catastrophe, c'est même une honte pour le pays. Chandigarh. Là où s'achèvent les derniers contreforts de l'Himalaya, commence celle que le gouvernement décida en 1949 de créer de toutes pièces au pied de l'Himalaya et dont un Français, Le Corbusier, dressa les plans voici 15 ans. Ici, comme dans l'Égypte des pharaons, comme en Chine, la vertu du nombre remplace la puissance des machines et le va-et-vient continuel des fourmis permet à la fourmilière de grandir sans répit. Sous la direction de Pierre Jeanneret, qui surveille l'exécution des plans de son cousin Le Corbusier, s'achève la plus étonnante peut-être de ses constructions, le Palais des Assemblées, dont la lourde porte carrée pivote sur un axe médian. Les fresques qui la décorent portent la signature du grand architecte français. Au-delà, le Capitole, la cité administrative. Le Capitole, autrement dit, des volumes tels que les a voulus Le Corbusier. Le palais de justice a pu, dès 1955, être ouvert à l'activité judiciaire. Avec ses rampes d'accès en saillie, le long building des ministères est lui aussi en place à l'autre bout du Capitole. Chandigarh, ou le rendez-vous de l'Inde avec le 21e siècle. Dis donc, Lorner, qu'est-ce qu'il raconte là? Il est content? Ouais. Je l'ai vu en photo avec lui, tu vois. Ouais. Alors? Non, mais j'avais une belle photo, seulement j'étais si ému à ce moment-là, paraît-il. Le photographe a pris la photo au moment où je baissais la paupière. Alors j'ai les yeux fermés, j'ai le bec ouvert, j'ai l'air complètement idiot, j'ai l'air de vouloir éternuer. Ah, tiens. Et il y avait deux Américains, de Life et l'autre de Time, qui m'attrapent juste au moment où la cérémonie était finie, enfin la visite allait commencer. Et je devais rejoindre Nehru puisque c'est moi qui devais les faire visiter. Ouais. Et alors, les Américains se précipitent. Time, Life, voulez-vous nous donner des explications sur votre bâtiment? Je dis pourquoi? Pour savoir. Il dit, mais nous n'avons qu'à le regarder, il est là. Est-ce que ça plaît beaucoup à M. Nehru? J'ai dit, je m'en fiche complètement, la question n'est pas là. Alors, les bougres, ils ont imprimé ça dans le Time de Paris, un article très vaste, comme ils font toujours. Ils sont féroces, ils sont mauvais bougres. Maintenant, moi, je suis très peu aimable, ça, il faut reconnaître. Non, moi, il m'agace singulièrement. Il faut dire que ces reporters, c'est des types qui ont la vie assez douce, sont des chasseurs. Oh, c'est bien. Ils ne rêvent que de manchettes, de trucs à sensation, et à tout, ils donnent un caractère pathétique. Oui, exactement. Ouais. Moi, je déteste ça.
Je suis accusé d'être le grand théoricien de l'architecture moderne. On fait de moi un petit paperasse, n'est-ce pas? C'est facile, ça arrange les affaires des autres. Mais ceci dit, je connais pas mal mon métier. J'ai beaucoup bâti un peu à gauche, à droite, partout. Et j'ai fait des expériences qui, jusqu'ici, étaient toujours dans des pays tempérés. Je me trouve aux tropiques, là, et il a fallu envisager, reconsidérer les problèmes, les mêmes idées, mais mises en fournaise au lieu d'être mises en glacière. C'est là toute la différence. Nous étions tous des amis fondateurs des SIAM pour faire ça, cette ville. Ben, chacun dit c'est l'occasion de faire chacun pour soi et Dieu pour tous. Hein. Et c'est des événements individuels qui sont venus là-dedans, permettre à chacun de mettre son amour de telle et telle chose. C'est gentil, c'est bien, mais ça n'est pas une ville Corbusier entièrement du tout. C'est en partie, oui. Les tâches du logement, de l'habitation, puis des écoles, des hôpitaux, etc., des universités, et la tâche de Pierre Jeanneret et de Maxwell Frey et Jane Drew autrefois. J'ai commencé par liquider le dilemme piéton-automobile. L'automobile ne rencontre plus le piéton et vice-versa. C'est une grande affaire. C'est possible, c'est faisable, c'est très simple à faire. Est-ce que vous estimez que vous étiez conforme aux idées que vous avez exprimées dans la Cité radieuse? Mais non, je me trouve dans un pays où on couche devant la maison dans l'herbe ou sur le toit. Hein. Alors vous ne pouvez pas faire des gratte-ciel là-bas parce que tous les types de gratte-ciel iraient sur le toit que c'est trop petit, ou alors dans l'herbe ça ferait des troupeaux. Et puis d'abord, l'Inde était à ses débuts. M. Nehru, qui est un grand type, j'ai eu l'occasion de devenir ami de lui complètement. Nous avons fraternisé à propos de Chandigarh. Bien, j'avais à faire une ville à rez-de-chaussée, faite par un promoteur qui était M. Tapar, qui a fait ses études à Oxford et qui m'a imposé un programme oxfordien de petites maisons. C'est pas moi qui ai fait les maisons, j'ai fait les plans de la ville. Et c'est la première ville où il y a 45 km de routes, appelées V3, n'est-ce pas, qui sont destinées exclusivement aux vitesses mécaniques et où il n'y a pas une porte de maison qui ouvre sur ces 45 km d'avenue. Hein. Eh bien, vous parlez, il faut du cran pour ça. J'ai pu l'avoir et j'ai trouvé un type de cran qui était l'ingénieur en chef du Punjab, Varma, un ami, qui a dit je le fais, et chiche, et il l'a fait. Hein. Ces deux tours placées de part et d'autre du bâtiment, quelle en est l'utilité? Que contiennent-elles? Ce sont des rampes, une d'un côté à l'est et l'autre à l'ouest, d'autre part du bâtiment, par lesquelles les trains d'âne ont passé sans arrêt pendant 2 années, portant le sable, les briques et le ciment, etc., et par lequel monte maintenant, ou descend, le personnel, n'est-ce pas? Quelle est la signification de la main dressée au cœur même du Capitole? C'est l'expression d'une philosophie, en toute modestie, de ma part, fruit d'une vie d'examen, de lutte, de défaite, de victoire peut-être, parfois, pourquoi pas. Dès ma première rencontre avec M. Nehru, à Delhi et à Chandigarh, au début de la construction, la main ouverte fut présente entre nous. Et au cours des années, la main ouverte devint le couronnement de ce que j'ai appelé la fosse de la considération, c'est-à-dire un outil de discussion de la chose publique hors des autorités constituées, nommées et désignées. Et cette fosse se trouve creusée au sommet de la ville, dominée par la main, dominée de 28 mètres par la main, qui elle-même éclate en plein soleil sur le fond de l'Himalaya. Le sol de cette fosse de la considération pourquoi? C'est-à-dire que les choses doivent être considérées. Et considérer les choses veut dire qu'on y a réfléchi, qu'on a vu, qu'on parle de ce qui est réellement. Cette fosse de la considération est de 5 mètres, creusée de 5 mètres, elle comporte 2 amphithéâtres de gradins. 2, pourquoi? Parce qu'il y a toujours dualité et le droit des deux opinions. Ensuite, elle contient les quelques sièges des quelques personnes qui ont désigné pour parler ce soir-là, ce jour-là, ce crépuscule-là, si vous voulez. Il y aura la tribune de l'orateur avec une conque sonore pour répandre bien la voix, et dominant tout ceci, la main qui, elle, montée à 28 mètres de hauteur, montée sur bille, tenez-vous bien, montée sur bille, subira l'effet des vents, quels qu'ils soient, non pas pour être une girouette, pas du tout, mais pour exprimer ce qui est réellement la vie elle-même, c'est-à-dire les changements constants
valables et dont on doit tenir compte, qui sont le pain quotidien, la manne quotidienne. Hasta aquí llegamos por hoy. En un próximo programa compartiremos el cuarto capítulo sobre la vida y obra del gran maestro de la arquitectura moderna. ¿Tiene registrado en video profesional el desarrollo completo de sus obras? Desde Teleproyecto, la empresa con mayor experiencia en filmar arquitectura y construcciones, ponemos a su disposición nuestro departamento de seguimiento de obras en video. Otro servicio de Teleproyecto, la construcción en imágenes. Más de un cuarto de siglo filmando obras. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.